suis resté un an à l'hôpital, dont quasiment 9 mois de rééducation. Donc c'était 3 mois, j'étais cloué au lit, avec déjà pour trouver le bon traitement, parce que c'était assez difficile de trouver les bons traitements par rapport à mon organisme, puisque mon corps ne réagissait pas comme prévu en fait. Et après ça, j'ai eu au moins 9 mois de rééducation. Bonjour, Hamza, 37 ans, ancien coach sportif qui a profité d'une contraction de la maladie qui s'appelle la sclérose en plaques pour rebondir sur d'autres perspectives. Parle-moi de ton parcours de vie. Alors j'ai, après un bac scientifique, j'ai fait un cursus en psychologie, donc une licence en psychologie. J'ai pas voulu m'enfermer ou continuer dans la psychologie clinique, donc par la suite j'ai fait une autre licence en diététique. Après ça, j'ai pas. En fait, c'est que dans la manière dont je me suis procédé, c'est un parcours assez atypique. J'ai jamais cherché à me spécialiser dans un domaine parce que je me lassais très vite. Donc après ça, j'ai fait une licence, pas une licence, pardon, un certificat de préparateur mental pour sportifs. Après ça, j'ai fait un BPGEPS AG2F de coach sportif. J'ai travaillé en salle pendant au moins 3 ans. Ça s'est bien passé. Juste à cette époque-là, j'avais du mal à développer des qualités d'entrepreneur ainsi que de commercial. Donc, il y a eu une crise sanitaire. Première crise existentielle, la crise sanitaire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes études à cette époque-là. J'ai donc fait une école de commerce spécialisée dans les hautes technologies. Ça a complètement rien à voir. Mais j'ai appris énormément de choses, j'ai appris à comprendre comment fonctionnait un système, comment fonctionnait déjà l'humain à travers la vente et comment les ventes dites complexes pouvaient se procéder. Il y avait presque une dimension géopolitique dans ce domaine-là. Et après l'obtention donc je me suis arrêté en master, mais en première année de master. J'ai pas voulu rentrer plus loin dedans. Pourquoi? Parce que j'avais le sentiment de nourrir une bouche qui n'était pas la mienne, nourrir un système qui n'était pas le mien. J'avais besoin d'ouvrir mon propre business en fait. Donc du coup, j'ai repris toutes les compétences que j'avais appris, que ce soit en psychologie, en coaching sportif, en développement de business, ainsi qu'en diététique, pour créer ma propre structure. Donc au départ, ça a démarré à travers les réseaux sociaux. Ça s'appelait Coach Hamza 3 en 1, 3 parce que je faisais coaching sportif, diététique et psychothérapie. Donc j'ai aidé surtout beaucoup les personnes qui souffraient d'hyperphagie, donc c'est des TCA. J'ai essayé donc de cibler en fait quels étaient réellement le problème enfoui en eux pour relancer des mécanismes pour pouvoir justement les aider à perdre du poids, mais bien en aval. D'abord, c'était comprendre quels étaient réellement leurs problèmes enfouis en eux. Donc j'ai travaillé comme ça pendant au moins presque 2 ans à travers les réseaux sociaux, développer donc un business par rapport à ça. Ça a démarré très bien. J'ai voulu ensuite scaler. Donc c'est là où je me suis matrixé dans mon cerveau à atteindre le plateau donc des 10K par mois, me faire démarcher par des personnes spécialisées dans le business, etc. Certains étaient compétents, d'autres étaient plus là pour atteindre leur propre quota. Donc c'est pour ça que je ne blâme pas tout le monde est différent. En tout cas, moi, je me suis ancré en tête de faire les 10K par mois et je me suis carrément usé à m'ancrer ça dans la tête. Donc, j'ai voulu scaler. Donc, je m'étais associé avec 3 autres personnes, chacun spécialisé dans divers domaines. Et il y avait des problèmes de gestion parce que l'humain est plus imprévisible. C'est troquer un problème contre un autre. Et à ce moment-là, j'ai contracté la sclérose en plaques. Ça a été très violent, très violent. Je comprenais pas ce que c'était. J'avais jamais entendu parler de ce que c'était la sclérose en plaques. Mais par contre, quand il m'est arrivé, je l'ai pas mal vécu. Pourquoi? Parce que
un mois auparavant, vu que je souffrais de crises d'angoisse, etc., j'étais parti avec ma soeur et ma mère faire mon pèlerinage à la Mecque. Et je l'ai pris comme une réponse divine, cette maladie. Donc du coup, j'étais à l'hôpital au moins pendant 1 an. Et le premier mois, en fait, j'avais perdu l'usage de mes jambes. Mes doigts, motricité fine, articulation, des trous de mémoire. En fait, je m'étais inflammé la moelle épinière et des bouts de taches. Enfin, je m'étais aussi entaché le cortex préfrontal parce que, bon, il n'y a pas réellement de consensus scientifique par rapport à ça parce que c'est une maladie qu'on commence à essayer de comprendre, etc. Mais il y a beaucoup d'hypothèses qui fait, et je pense aussi que c'est le cas parce que ça a des redondances par rapport à... Enfin, ça a des échos par rapport à ce que je vis. C'est que j'étais tellement en surcharge mentale que je me suis inflammé le système nerveux, sachant que j'étais vraiment dans une logique très performative, très perfectionniste, toujours plus, être plus musclé, plus fort, apprendre, lire des livres, être parfait partout. Et surtout que je dormais pas beaucoup. Je suis un profil insomniaque. Et bah, je me suis surchargé. Et pendant cette époque-là, aussi, j'ai appris des choses sur moi. J'ai appris que j'étais neurodivergent. Parce qu'en fait, à la base, j'étais démarché. En fait, j'avais démarché au départ une psychologue parce que j'avais peur de la mort à cette époque-là. Et quand j'ai démarché la psychologue, qu'on a commencé les premières séances, elle a eu énormément d'intrigues. C'était sur ma manière d'orienter les questions. Elle a l'impression que je lisais à travers elle, alors que pour moi c'était simplement des questions neutres. Et elle-même, elle a essayé de joindre donc des neuropsychiatres pour me diagnostiquer, pour leur présenter la théorie que, vu que les personnes qui avaient la sclérose en plaques, 3/4 étaient des femmes et 1/4 étaient des hommes, et qu'il se pourrait que parmi ces hommes, en fait, il se pourrait que ça soit une grande majorité de neurodivergents. Donc on a fait une série de tests. Donc on a testé d'abord pour le TDAH. Donc j'ai un TDAH très dominant. C'est pour ça que je suis dans un élan de toujours d'explorer, d'être curieux, de toujours d'être à l'avant. J'ai aussi des troubles de spectre de l'autisme. J'ai validé quelques cases. C'est pour ça que je suis quelqu'un de très porté sur la cohérence. Il suffit que par exemple quelqu'un va me dire quelque chose qui n'est pas aligné entre les paroles et les actes. La personne, ça peut être anodin, mais moi je vais le retenir et je vais me rendre malade pour ça, alors que c'est rien du tout. Mais c'est parce que simplement que ce monde tolère parfaitement l'incohérence, alors qu'il y en a d'autres qui ne tolèrent pas comme moi. Et j'ai aussi un haut potentiel, bon ça je le savais pour le haut potentiel intellectuel parce que j'avais fait déjà des tests de QI quand j'étais plus jeune, mais aussi le haut potentiel émotionnel qui est relié en fait. Donc j'ai une sorte d'équilibre entre les deux radars, entre l'intuition et la rationalisation. Et je suis aussi, bon ça par contre il n'y a pas de consensus scientifique, mais c'est une causalité multipotentielle. Et donc du coup avec toute cette configuration, j'ai appris à j'ai plus appris sur moi. Et ça m'a inspiré à écrire un début d'ouvrage qui s'appelle Virilis Mentis Prime. Pourquoi je l'ai nommé comme ça n'a rien à voir avec la virilité au sens masculin, c'est plutôt virilis au sens latin, le courage. Et mentis, donc la mentalité, prime, donc suprême, parce que j'étais dans un état de survie psychique. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, et donc j'ai commencé à écrire sur les archétypes internes. Je m'étais beaucoup intéressé à la psychologie jungienne. Et à cette époque-là aussi, j'étais en pleine crise existentielle. J'ai tout ressondé, la métaphysique, la spiritualité, tout ce qui est en rapport avec mon observation du réel. Donc j'avais commencé j'ai fini mon premier ouvrage, il n'est pas encore publié, mais ça, c'est pas le plus important cet ouvrage, parce que cet ouvrage m'a permis d'ouvrir une porte vers un réseau que j'ai découvert il y a à peine 6 mois, qui s'appelle Substack. Et pour moi, ça m'a permis d'ouvrir une porte vers comment mon monde intérieur peut s'exprimer. Et j'utilise en fait des archétypes comme des outils cognitifs en fait. Des archétypes, j'essaie de faire dialoguer des domaines qui sont disparates entre la philosophie existentielle, à travers le symbolisme,
la psychologie jungienne, la métacognition, parce que j'ai une manière d'observer le réel qui est très métacognitive, c'est-à-dire que pendant que je me pense en train de penser, donc je place plus de temps à me situer qu'à réellement m'intéresser au contenu même. Ça, c'est une fonction cognitive que j'ai naturellement. Et je suis en train de donc déployer un corpus à travers le verbe vertical. Donc c'est une passion, je me suis trouvé une passion. Et je trouve que à travers ce que je suis en train de construire, c'est une sorte de bibliothèque conceptuelle. Ça pourrait être convertissable dans les jeux vidéo, dans l'industrie des jeux vidéo, parce que c'est du world building, on appelle ça, construction d'univers cohérents. Et je peux traduire ça aussi dans des lignes éditoriales, dans plein de trucs. Et je frictionne aussi mes idées par rapport à d'autres penseurs dans cette plateforme. Et on fait de l'écriture collaborative. Et c'est très enrichissant parce que je croise mon terrain avec d'autres terrains. Ça peut être des naturalistes, ça peut être des médecins, des chercheurs transdisciplinaires, ça peut être d'autres philosophes ou même des artistes. Et on essaie de frictionner nos idées de manière, on appelle ça épistémologique. Et voilà, j'ai trouvé une passion en tout cas. Et j'essaie de voir maintenant comment cette passion peut se transposer dans la vie professionnelle. Voilà. C'est intéressant. Aujourd'hui, comment tu vois ton parcours? Alors, je vois mon parcours avec beaucoup d'indulgence et de la richesse, parce qu'à l'époque, je voyais ça comme quelque chose de très fractionné, disparate, fragmenté et éparpillé. Je ne le voyais pas à l'époque d'un bon oeil parce que c'était pas bien reçu, etc. Maintenant, très au contraire, parce que j'arrive à une phase dans ma vie où j'ai une certaine maturité, un certain recul, où je peux relier tous les différents aspects de ma vie et les relier en un tout cohérent, on va dire. Et c'est le fait de relier en un tout cohérent que je vois de ce parcours qui est extrêmement riche. Quelles compétences que tu as pu développer? Quand je parle de compétences, je parle de savoir-être. Toutes les compétences que tu as eues, par exemple, que ça peut être en tant que coach sportif, par exemple, que tu étais dans le digital, quelles compétences que tu as pu développer? Alors, la compétence est plus d'abord liée à l'observation. Maintenant, j'arrive à voir les invariants que dans des domaines qui sont complètement disparates. J'arrive à voir des patterns, des systèmes qui sont récurrents. Et à partir de ces systèmes, je peux coordonner de nouvelles choses. Après, d'un point de vue plus existentiel, j'ai développé surtout une forme de gratitude. Je suis plus dans une posture où la vie, ou l'univers, ou le monde, ou les autres me doivent quelque chose. Je respire, je marche, je mange, j'arrive à penser, j'ai un endroit où dormir. C'est déjà énorme. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que quand tu parles de gratitude, est-ce que c'est facile de manifester de la gratitude parce que parfois, quand on traverse une situation qui est, on va dire, délicate, on a du mal à être reconnaissant par rapport à ce que Dieu nous a donné dans le passé. On est toujours là à se plaindre. Est-ce que c'est facile de manifester de la gratitude? C'est une très très bonne question que tu emploies et j'essaierai de répondre avec nuance. Ça va dépendre de ton état d'esprit du moment. Ça peut être facile quand tu es déjà dans le mood ou quand tu es à des moments de ta vie. Et ça peut être très difficile quand tu as l'habitude d'accumuler des choses. C'est-à-dire que ça va dépendre de ton état d'esprit du moment en fait. Si tu arrives si tu as accumulé, on va dire, si tu arrives à te détacher de plein de choses, c'est plus facile pour toi de prendre du recul et te dire que le reste qui va m'arriver, c'est du bonus. Par contre, si tu es quelque chose que tu as, on va dire, construit de tes propres efforts, donc tu attaches de la valeur à ce que tu as construit et qu'on te l'arrache, là c'est beaucoup plus difficile. Mais certes, c'est plus difficile, mais ce n'est pas inaccessible. J'avais oublié de parler de la sclérose en plaques. À quelle période que tu as traversé cette épreuve-là? Je l'ai contracté le novembre 2024. Novembre 2024, je l'ai contracté. Je suis resté 1 an à l'hôpital, dont quasiment 9 mois de rééducation. Donc c'était 3 mois, j'étais cloué au lit, avec déjà pour trouver le bon traitement, parce que c'était assez difficile de trouver le bon traitement par rapport à mon organisme, parce que mon corps ne réagissait pas comme prévu en fait. Et après ça, j'ai eu au moins 9 mois de rééducation. Comment tu t'es senti quand tu as traversé cette épreuve-là? Parce que cette épreuve-là, elle est parfois douloureuse,
comment tu t'es senti mentalement? Ah, mentalement, il y avait une différence entre physique et mentalement. Physiquement, je souffrais hein, physiquement. J'étais amoindri, j'étais shooté au médoc, j'avais des crises névrotiques, donc des courants électriques, j'avais des douleurs. Mais mentalement, c'est ça le plus paradoxalement, mentalement, j'étais très très bien. Pourquoi j'étais très très bien? Parce que c'était un sentiment de libération par rapport à tout ce que j'avais accumulé comme tension de perfectionniste auparavant. J'avais accumulé beaucoup de tension, beaucoup d'anxiété, etc. Et j'avais l'impression que quand je suis tombé malade, c'était un moment où tout s'est ralenti, où je pouvais vraiment prendre du temps sur moi-même, quoi. Tu parles de perfectionnisme, mais pourquoi on recherche la perfection? Alors que sachant qu'on ne sommes pas des êtres parfaits. Ah, ça, c'est une très 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 bonne question et je pense que je pourrais le répondre qu'à moitié et que je continue justement à explorer cette question parce qu'elle est, elle est très très lourde de sens. Tu vois. Non, mais c'est une question très lourde de sens et je pourrais même écrire des pages sur ça. Et pourquoi le perfectionnisme? Je pense que je me suis construit à partir d'une blessure. Je pense que je me suis construit même à partir de plusieurs blessures. La première blessure, je pense, c'était dû au fait que je ne voulais pas mieux, mais je voulais pas être petit et me faire écraser plutôt. C'était plus une réaction défensive. Et je pense que la deuxième blessure, c'était le fait aussi d'accumuler des victoires, mais de ne jamais être reconnu et célébré pour ça. La troisième blessure, je pense que c'est dû au fait de rentrer dans un système, de toujours être perfectionniste, mais on te dit non, t'es pas à ta place. C'est la troisième blessure. Et la quatrième blessure en tant que masculin, en tant qu'homme, c'est que personnellement, je m'étais mis avec une femme qui gagnait très bien sa vie et que moi j'étais en construction et que malgré qu'elle n'avait pas ce rapport avec l'argent, etc., moi je me sentais diminué. Et je pense que le fait d'avoir accumulé toutes ces blessures, bah en fait l'ambition, ce n'était pas forcément une ambition de vouloir mieux, mais c'était une ambition réparatrice, quoi. Si je comprends bien, tu avais un peu une faible estime de soi. Non, j'avais de l'estime pour moi, mais j'avais un sentiment de revanche sur la vie. J'avais un sentiment de revanche sur la vie qui était inconsciente. Et c'était plus au départ de manière défensive. Dans le sens, je ne veux pas être meilleur, mais je ne veux pas être pire surtout. Je veux pas être écrasé, me sentir dominé, me sentir impuissant. Au départ, ça démarrait de là. Et je pense que le fait de m'être construit par rapport à ça, c'est devenu démesuré en ricochant blessure sur blessure. C'est tout à fait normal, hein. Ouais. Ça t'a pris combien de temps pour te reconstruire? Par rapport à ça, il n'y a pas très longtemps. C'est l'écriture qui m'a permis l'écriture introspective qui m'a permis de poser un miroir sur moi. Je me rendais pas compte, hein. Je pense ça là, la question que tu m'as posée, je pense que j'ai commencé vraiment à le regarder il y a à peine 1 ou 2 semaines, hein. Et j'avais fait une vraie rétrospective de ma vie. Et je pense qu'encore continuer parce que là je te sors 4 blessures, mais ça se trouve il y en a encore d'autres, tu vois. Et la reconstruction, je pense hein, que elle est presque faite, il y a encore peut-être des phases à polir, tu vois. Et je pense que ça va prendre peut-être, il y a peut-être même des éléments qui prendront une vie pour se reconstruire aussi. Voilà, en fait c'est tout un processus, hein. C'est un processus. Voilà, c'est ça. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui subit qui a eu des blessures, qui a des blessures par exemple actuellement, mais qui veut se reconstruire? Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un? Le meilleur conseil déjà, c'est, je sais que c'est le plus difficile. C'est avant de regarder l'environnement ou l'effet de tes actes, etc. C'est surtout essayer de t'observer, de te comprendre pourquoi telle chose te fait toucher. Pourquoi? Qu'est-ce que ça en dit sur toi? Pourquoi ça te touche, tu vois? Pourquoi ça te... pourquoi tu investis émotionnellement sur tel ou tel truc, tu vois? Pourquoi ça te touche et pourquoi... c'est ça, c'est pourquoi ça te touche en fait. Pose-toi des questions sur ça. Je pense que c'est la première question qu'il faut se poser, c'est se poser un miroir sur ça. Je pense que le fait de te poser un miroir, je pense que c'est un bon majeur d'un point de vue existentiel. Parce qu'on fait beaucoup de choses, on se rend pas compte. Des fois on peut faire des trucs incohérents, hein, des trucs tout bêtes. Hein. Tu vas dire ouais je vais faire ça, mais pendant que tu dis que tu le fais, tu fais tout le contraire. Tu vois? Mais parce que t'as pas de miroir sur toi.
Tu vois. Ça, c'est, je pense qu'il faut, le meilleur conseil, c'est intéressez-vous à la métacognition. Intéressez-vous à la métacognition, pas pour être supérieur à l'autre ou de vous mettre dans une posture de dominant, mais plutôt dans une posture de vous sonder, de vous comprendre et sans jugement. Ne vous jugez pas surtout aussi. C'est vrai, mais après c'est pas quelque chose de facile. Des fois on se juge pour rien du tout, alors qu'on ne devrait pas se juger quand même. Ouais, c'est le discours qu'on a avec soi-même. Des fois on est dur et en fait on accumule. Et c'est là où on ronge l'estime de soi, tu vois. Et quand tu le dis beaucoup, j'ai remarqué, tu dis c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Heureusement que c'est pas facile. Moi je pense justement qu'il faut être attiré par la difficulté. Après je cherche pas être attiré de la difficulté juste pour la difficulté. On va dire, faut être prêt à sortir de sa zone de confort. Ça, c'est un élément, un facteur de croissance qui est nécessaire. Parce que si on reste plombé sur la facilité, finalement, la facilité, elle attire d'autres difficultés. Alors qu'à partir du moment où tu épouses la difficulté, tout le reste devient facile. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est dans la difficulté qu'on apprend à se connaître. Ouais. Parce que tu vois, si tu n'as pas de difficulté, comment tu vas apprendre à te connaître? Parce qu'il y en a qui vont, par exemple, traverser la difficulté pour apprendre à être humble dans la vie. Ouais. Parce que si tu connais pas la difficulté, comment tu pourras aider quelqu'un qui traverse des situations inconfortables? Ouais, je suis d'accord. Et d'un côté, quand Dieu nous fait traverser des épreuves, c'est pas pour rien, c'est pour apprendre à mieux nous connaître et pour forger notre caractère. On est avant tout fait, même pas pour... Il y en a plein qui disent ouais, on est là pour être heureux. Non, on n'est pas là pour être heureux, on est là pour être éprouvé. Le bonheur est une conséquence, tu vois. On est là pour être éprouvé. Et c'est après l'épreuve qu'il y en a des conséquences que le reste a de la valeur, tu vois. En fait, on vit dans un monde par effet de compensation. On te retire quelque chose pour par la suite que la récompense a du sens. Parce que si on te donne que des bonnes choses, et par effet de contraste, ça vaudrait rien et tu voudrais encore plus cumuler et finalement tu seras malheureux, tu vois. Alors que si on te retire des choses, on t'éprouve et quoi que ce soit, le peu de choses qui est bonus, tu vois, c'est une récompense, tu vois. C'est vrai. Est-ce que pour toi l'épreuve, est-ce que tu le vois comme une malédiction? Parce qu'il y en a peut-être qui peuvent le voir comme une malédiction. Moi personnellement, je conçois pas la malédiction. Même une malédiction, c'est une bénédiction derrière. Moi, ma philosophie, elle est pronoïaque. On appelle ça pronoïaque. Elle est paranoïaque, elle est pronoïaque. Pour moi, le pronoïaque, c'est-à-dire chaque chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, se cache une bonne chose derrière. Tu vois. Chaque chose, c'est bonne. C'est-à-dire, en gros, on va te retirer. La maladie, certes, j'ai souffert. M'a fait un filtre sur mes contacts parce que j'ai vu qui était là pour moi et qui n'était pas là pour moi. Et bizarrement, ceux que j'attendais ne sont jamais venus et ceux que je n'attendais pas sont venus. Déjà, ça m'a ouvert un œil de lucidité, tu vois. Par la suite, ça m'a réorienté vers une voie où je me sens passionné par ce que je fais. Là, maintenant, je me suis lancé dans l'écriture, dans la création d'univers, dans l'exploration, dans des théories. C'est quelque chose qui me passionne profondément. J'ai même pas l'impression de travailler. Et si j'aurais pas été malade, jamais j'aurais pris cette voie-là. Peut-être que j'aurais été malheureux à chercher encore mieux, à être plus fort, à être plus musclé. Ça se trouve, j'aurais voulu me charger. Ça se trouve, je sais pas, tu vois. Mais je sais pas. Mais je sais que j'aurais été dans une optique de cumulation. Et cette maladie, certes, j'ai souffert, surtout au début, mais ça a été une libération et ça a été un mal pour un bien. C'est vrai, comme on dit, il n'y a rien qui est fiché. C'est-à-dire, des fois, quand on traverse une épreuve, ça peut nous diriger vers une autre voie. Ah ouais. C'est bien ton cas, ça t'a dirigé vers une autre voie. Ça t'a permis d'être dans l'écriture. Et en tout cas, c'est intéressant ton parcours. Ce sera quoi le mot pour la fin ? Alors le mot pour la fin, si vous avez une intuition dans la vie, écoutez-la, mais ne la tranchez pas comme une vérité absolue. La vérité est insaisissable, par contre vous pouvez construire des choses qui sont cohérentes. Par contre la cohérence, pareil, c'est quelque chose qui permet de capturer une vérité ou non. C'est un habillage, la cohérence. Et garder toujours cette curiosité saine. C'est-à-dire, quand vous êtes dans l'observation, dans la curiosité,
Quand vous êtes dans une réelle curiosité, vous êtes pleinement disponible à observer. Alors que si vous inférez, vous déduisez, vous construisez des modèles mentaux, bah dans ce cas-là, vous partez dans la projection et vous construisez des récits qui n'appartiennent pas forcément à la réalité. Merci.